Alors merci déjà de participer à cette semaine du logement accompagné. C'est l'occasion pour nous d'échanger avec vous, de débattre sur des sujets assez variés qui touchent évidemment les gestionnaires de logement accompagné. Ce matin, on va évoquer le RGPD, donc la gestion des données personnelles dans un contexte de crise sanitaire que l'on vit depuis plusieurs mois. Donc le RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles, comme vous le savez sans doute, il est entré en application le 25 mai 2018. C'est devenu la référence de toute organisation qui collecte, qui traite et qui partage des données personnelles. Il a substitué les démarches de déclaration préalable auprès de la CNIL, qui existait auparavant, un principe de conformité continue et permanente. Donc chaque gestionnaire de logement accompagné doit depuis cette date d'entrée en vigueur traduire concrètement au sein de son organisation sa mise en conformité, la mise en conformité de ses pratiques à travers des procédures internes dédiées. Alors on sait les pratiques ont pu être bouleversées ces derniers mois depuis le début de la crise sanitaire. Euh, Lors du premier confinement, on avait pu constater que les gestionnaires de logement accompagnés avaient dû faire évoluer ces pratiques, qu'il s'agisse de leur organisation professionnelle, à travers le télétravail, à travers les réunions dématérialisées comme on commence à avoir l'habitude d'en faire maintenant, ou de leur action menée avec les résidents, notamment pour garder le lien en créant des groupes via des plateformes téléphoniques, enfin WhatsApp pour pas le nommer, et s'était interrogé sur la conformité de leur pratique. Aujourd'hui, la crise sanitaire se poursuit. Il y en a encore pour quelques semaines, voire quelques mois. Donc cet atelier, c'est l'occasion de rappeler d'une part les grands principes en matière de protection des données personnelles, les actions qu'il convient de mener pour assurer sa mise en conformité, et de se pencher sur des questions spécifiques que la crise sanitaire a particulièrement révélées dans ce cadre particulier. Ça sera aussi, j'espère, l'occasion d'échanger entre nous, que vous puissiez partager vos réflexions, vos interrogations, et pourquoi pas aussi de mutualiser certaines bonnes pratiques. On avait déjà eu l'occasion d'échanger avant l'été avec Marine Gervasoni de la société ACE qui nous fait le plaisir d'être à nouveau parmi nous ce matin et qui va donc nous apporter son expertise de DPO et qui pourra répondre à vos questions. Je vous indique simplement qu'on va partager un peu l'heure qui vient en trois moments. Je donnerai la parole à chaque fois et on aura un temps d'échange à la fin de ces trois moments. Donc d'abord, un rappel un peu des grands principes, un rappel de la méthodologie nécessaire pour assurer la mise en conformité. Ensuite, des questions spécifiques liées à l'organisation du travail au sein de vos structures. Et enfin, les questions spécifiques plutôt liées au rapport avec les résidents. Voilà, donc n'hésitez pas, comme le disait Virginie, à poser des questions via le chat et on vous donnera la parole aussi si vous levez la main. Je donne tout de suite la parole à Madame Gervasoni et donc je la remercie à nouveau d'être parmi nous ce matin. Bonjour à tous. Donc, Marine Gervasoni, comme Monsieur Olivier l'a dit, je suis DPO certifiée depuis 2019. J'ai choisi d'accompagner de manière externalisée les petites structures dans leur process de mise en conformité au RGPD et, comme il l'a été évoqué précédemment, le gros travail de continuité, d'assurer la continuité de cette conformité. Le RGPD, en fait, demande à tous les acteurs européens d'assurer une continuité de leur conformité de manière dynamique et globale. Pour vous rappeler un petit peu les principes généraux en fait du RGPD, en fait le RGPD remet au centre de la réglementation sur la protection des données certains principes de base comme le fameux principe de données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? En fait, c'est toute donnée qui permet d'identifier de manière directe ou indirecte un individu et un résident européen plus précisément.
On s'aperçoit donc qu'avec de grands phénomènes comme celui du big data, pour pas le nommer, et la facilité des échanges aujourd'hui qu'on peut le voir dû aux progressions technologiques, ces données sont aujourd'hui très élargies dans le cadre de vos activités. Effectivement que les données à caractère personnel sont bien évidemment des données d'identité, mais dites-vous bien que des numéros d'identifiant, des adresses personnelles ou des adresses mail même professionnelles sur lesquelles apparaîtraient des noms ou des initiales peuvent être considérées comme des données à caractère personnel. Il conviendra donc d'assurer, comme le dit le RGPD, des mesures de sécurité adéquates en fonction des risques, notamment que les traitements de données peuvent impliquer pour les personnes concernées. Le RGPD, du coup, pour mettre en fait ce principe de protection des données à caractère personnel, il s'articule autour de 4 grands principes, et ce qui va être pour vous en fait les principes sur lesquels vous allez toujours devoir vous baser pour assurer la continuité de la conformité de votre structure à ce règlement. Le premier principe, c'est le principe de transparence. En fait, vous devez absolument informer les personnes dont vous collectez des données que vous collectez, justement la nature des données que vous collectez, mais aussi comment est-ce que vous allez sauvegarder ces données, sécuriser ces données, qui a accès à ces données et combien de temps vous allez les conserver. En fait, ce principe de transparence, vous allez l'assurer en mettant à jour ce qu'on va appeler des mentions d'information. Les mentions d'information, c'est le fameux paragraphe relatif à la protection des données que vous aurez dans vos contrats de location. C'est le fameux paragraphe sur la protection des données que vous aurez dans vos contrats de travail, parce que on pense bien évidemment aux résidents. N'oubliez pas vos collaborateurs salariés. C'est les mentions d'information que vous allez devoir rédiger et rendre accessibles, notamment sur des supports comme vos sites internet. On voit notamment des politiques de sécurité, etc., etc. Le deuxième grand principe du RGPD, c'est le consentement. Non seulement vous devez informer les personnes concernées du traitement des données que vous allez opérer, mais c'est surtout qu'il faudra obtenir leur consentement, ou à minima se baser sur ce qu'on appelle une base de licéité. Le consentement est bien évidemment une base de licéité pour le traitement de données à caractère personnel, mais on verra aussi d'autres bases de licéité comme tout simplement l'exécution d'un contrat. Vos contrats de location avec les résidents peuvent rentrer dans cette base de licéité. Une autre base de licéité très utilisée en ce moment, c'est la sauvegarde des intérêts vitaux. J'avais eu des questions notamment de part de certains de vos collègues et vos confrères qui s'interrogeaient sur la base de licéité quand les municipalités notamment demandaient les noms et prénoms de vos résidents pour la distribution de masques. L'intérêt et la sauvegarde des intérêts vitaux est aujourd'hui une base de licéité qui vous permettra justement de justifier de tels traitements de données. Le troisième principe fondamental du RGPD, c'est la notion de responsabilité. Aujourd'hui, chaque organisme doit démontrer sa propre conformité au RGPD, mais pas seulement. Vous faites certainement appel à des partenaires qu'on appellera sous-traitants au sens du RGPD, puisqu'ils vont traiter sur vos instructions et pour votre compte un certain nombre de données à caractère personnel. Pour exemple, on verra éventuellement votre prestataire informatique. Une éventuelle agence de communication ou de marketing qui gérera pour vous un site internet avec une gestion des contacts, etc., etc. Donc, vous devrez vous assurer de la conformité au RGPD
de vos partenaires, puisqu'ils traiteront pour votre compte vos données à caractère personnel. On n'a plus le droit de se défausser et de dire, par exemple, c'est pas de ma faute, c'est mon prestataire informatique qui m'a mal conseillé sur telle ou telle pratique de sécurité. C'est mon prestataire de communication qui s'est fait pirater son serveur et donc du coup l'hébergement et les données laissées par mes contacts sur mon site internet ont été piratées. Voilà. Aujourd'hui, le c'est pas de ma faute n'est plus une excuse valable au sens du RGPD. Et le quatrième grand principe, On vous a perdu. On n'a plus le son. entendez? Ça y est, on vous entend. Alors, on en profite tant qu'on a du son. Allez-y. Oh, je suis vraiment désolée. Non, non, bah c'est les aléas du direct. Voilà. Ouais, je comprends pas pourquoi ça d'un coup. C'est pas Bah, l'important, c'est que ça fonctionne à nouveau. Allez-y. bien désolée. J'en étais au quatrième grand principe du RGPD, qui est le droit des personnes. En fait, le RGPD a renforcé certains droits qui étaient déjà mis en application pour les personnes concernées avec la loi informatique et liberté, à savoir le droit d'information, on en a parlé déjà tout à l'heure avec la notion de transparence, le droit d'accessibilité, puisque les personnes concernées doivent avoir accès aux informations personnelles dont vous disposez les concernant, le droit d'opposition, pour qu'ils puissent s'opposer à un traitement de données. Et le droit à l'oubli, puisque vous avez le droit de demander à ce qu'on, enfin, les personnes concernées ont le droit de demander à ce qu'on efface les données à caractère personnel que vous avez en votre possession. Les nouveaux droits qui ont fait leur apparition, c'est le droit à la portabilité. Un droit qui est notamment très utilisé, vous savez, pour les fournisseurs de téléphonie notamment, puisqu'on peut demander à ce que toutes les données à caractère personnel que vous avez soient transmises à un nouveau prestataire, ce qui dans votre cas pourrait être le cas quand un résident souhaiterait changer justement de résidence, il pourrait vous demander de transférer l'intégralité de son dossier à la nouvelle résidence dans laquelle il serait accueilli. Voilà. Le droit à la limitation, c'est-à-dire qu'une personne peut vous demander d'arrêter de traiter ces données le temps que vous puissiez prouver que les données que vous avez la concernant ne sont pas erronées, sont exactes, sont à jour et que vous respectez les principes fondamentaux du RGPD en matière de traitement de données. Voilà pour les droits. Et voilà pour les principes généraux. Est-ce que d'ores et déjà vous aviez des questions? Alors, je ne vois pas de main levée. Est-ce que vous avez des questions sur les principes généraux applicables? Apparemment, non. Il y a le chat aussi, hein, donc si vous voulez poser des questions. Non. Ok. Donc on peut poursuivre du coup sur les questions. Ah bah j'ai une main qui se lève pour de vrai, effectivement. Madame Michelet, allez-y. Le son. Votre micro. Pardon, excusez-moi. Oui, je voulais juste vous demander, donc quand on parle de droit à l'oubli, on parle de dossiers bien sûr papier, mais aussi de numérique, c'est ça, et toutes les traces numériques qu'on peut avoir, que ce soit par mail, sur le site internet ou les dossiers papier qu'on conserve aussi. Mais ma question va être, que ce soit pour les résidents, pour les salariés, on a des durées de conservation des données légales et pour anticiper potentiellement des contentieux demain, des choses comme ça. Donc quand un résident ou un salarié va nous demander le droit à l'oubli, il
ça va s'opposer à une autre législation qui est le droit aussi de conservation des données dans les risques contentieux potentiels. Voilà, alors vous mettez le point sur le seul cas d'exception du droit à l'oubli. Effectivement, ce n'est pas un droit absolu. C'est un droit qui n'est pas applicable à partir du moment où il rentre en contradiction avec une autre obligation de la législation. Voilà, notamment tout ce qui concerne la conservation des données de vos salariés, etc., etc. Certaines données seront effaçables, mais pas toutes, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour clôturer en fait sur les bonnes pratiques, je vous dirais juste que quand vous collectez des données à caractère personnel, assurez-vous que ces données respectent les règles d'or dictées par le RGPD. Ces règles d'or sont par exemple le principe de licéité, qu'on a évoqué tout à l'heure notamment avec le consentement, le principe de loyauté, c'est-à-dire que quand vous annoncez un objectif de collecte, soyez conforme à cet objectif de collecte annoncé. Le principe de transparence qu'on a vu tout à l'heure. Le principe également de limitation des finalités, c'est-à-dire que quand vous annoncez un objectif, autrement dit une finalité, essayez d'obtenir un consentement par finalité. Comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre? Vous collectez des données pour justement octroyer un logement à un postulant à la résidence. Ces données, vous avez le consentement ou du moins le cadre légal qui va être l'exécution d'un contrat. Ces données ne valent pas et vous n'avez pas consentement pour derrière le solliciter, par exemple, pour l'envoi d'une newsletter. Si vous souhaitez lui envoyer une newsletter, vous devrez obtenir un nouveau consentement. Une finalité égale un consentement ou une base légale. Les données que vous collectez doivent rester également le principe de minimisation de la collecte. C'est-à-dire que vous ne devez collecter que les données dont vous avez absolument besoin pour la réalisation de cette finalité ou l'atteinte de l'objectif énoncé. On n'a plus le droit de collecter des données au cas où j'en ai besoin plus tard. Les données doivent être exactes, tenues à jour et donc vous devez permettre aux personnes concernées de pouvoir modifier, via le droit à la modification, ces données. Les données doivent être conservées de façon limitée, c'est-à-dire que si on prend le règlement au pied de la lettre, à chaque fois que vous avez atteint un objectif, atteint une finalité, vos données devront être supprimées, bien évidemment sous couvert que vous respectez le délai légal de conservation de certaines données. Et vous devez assurer à ces données des principes d'intégrité et de confidentialité en mettant en face de ces traitements de données des mesures de sécurité adéquates, proportionnelles aux risques qui pourraient être engagés pour les personnes concernées. Il va sans dire que l'envoi de newsletters avec une simple adresse mail est un risque plus mesuré que lorsque vous traitez des données plus sensibles, notamment des données relatives à la santé des personnes concernées ou ne serait-ce que leurs données bancaires. Voilà, les mesures de sécurité doivent être adaptées à ces risques, aux éventuels risques que vous pourriez mettre en face. Voilà. Alors, il y avait une question ou une demande de prise de parole, il me semble, de Mathilde Schwaller, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Alors du coup, j'avais juste une petite question par rapport là à ces 4 principes du RGPD. Je voulais juste savoir en fait si elles pouvaient être modifiées ou alors s'il y avait d'autres modalités pour des personnes par exemple qui étaient mineures, qui avaient des représentants légaux ou alors des personnes qui étaient sous tutelle ou curatelle. Est-ce que ces principes de RGPD pouvaient changer avec certains autres statuts ou alors elles étaient strictement les mêmes pour tous?
Alors, ces principes de RGPD sont normalement strictement les mêmes pour tous. Ils sont même, j'ai envie de vous dire, renforcés dans les cadres que vous évoquez, puisque là, on parlera même plus de données à caractère personnel, on parlera de données dites sensibles au sens du RGPD. Donc, vous devez bien entendu respecter ces grands principes-là et pour le coup, prouver de mesures de sécurité encore plus drastiques pour ce genre de données. Bien entendu que vous allez récupérer les données des personnes concernées et celles de leurs représentants légaux. Voilà, donc le traitement sera même double et d'autant plus sécurisé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, 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 merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions sur cette première partie, ces grands principes? Apparemment, non. Donc je vous propose qu'on évoque du coup les questions spécifiques qui s'étaient posées notamment lors du premier confinement et qui doivent se poser encore sur l'organisation du travail au sein des structures professionnelles. Donc, à l'issue du premier confinement, j'ai été sollicitée par l'UNAFO pour répondre à des questions très ciblées, justement, notamment dues à cette crise sanitaire et l'organisation du travail, et notamment du télétravail. Certains de vos confrères se sont notamment interrogés sur la responsabilité des structures, dans quelle mesure pouvait-elle être engagée si notamment il y avait des failles de sécurité dues à l'utilisation de matériel personnel à des fins professionnelles et donc à l'accessibilité de dossiers de données sur des matériels personnels. Cette question, en fait, pour y répondre, il faut prendre en compte plusieurs données et notamment dépasser un petit peu le cadre du RGPD. Il convient déjà dans un premier temps de prendre en compte ce que va dire le droit du travail et notamment l'article L1222-11 du Code du travail qui prévoit, j'ouvre les guillemets, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de menace d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Donc, une fois qu'on a cette base de travail, on revient sur la légitimité justement du télétravail qui ne peut pas être remise en doute et remise en question. Par contre, on parlait des mesures de sécurité tout à l'heure et souvent, quand on rédigera une charte informatique dans le cadre du RGPD, certaines entreprises ont eu tendance, notamment à raison, de bannir l'utilisation de matériel personnel à usage professionnel. Compte tenu du contexte actuel et du caractère, on va dire, de force majeure de la mise en place du télétravail, le journal officiel a publié justement un écrit visant à autoriser l'utilisation de matériel personnel dans un cadre professionnel. Sous couvert, et j'insiste là-dessus, que les organisations aient mis en place un certain nombre de préconisations. Ces préconisations, je tiens à vous dire que vous avez plein de choses qui sont soumises notamment sur le site de la CNIL, qui est une vraie mine d'informations. Ça peut paraître indigeste des fois, mais il y a une FAQ qui est plutôt bien montée. Il faudra prévoir notamment une charte informatique dédiée au télétravail,
Vous allez aussi demander aux personnes concernées de mettre en place des mesures logicielles, des mesures de sécurité factuelles sur leur poste informatique, telles que des pare-feux, des antivirus, des outils de blocage pour d'éventuels sites malveillants, etc., etc. Ces mesures-là seront bien sûr à la charge de la structure, même s'il s'agit d'un matériel personnel. Et la structure devra également mettre en place et à disposition des collaborateurs en télétravail des outils de collaboration garantissant des mesures de sécurité adéquates. Ces outils de collaboration, on en utilise tous. Certains utilisent notamment la suite Microsoft 365, qui, au passage, est très bien vue par le RGPD, puisque, attention à ça, les data centers sont en Europe pour les anciens clients européens, en Hollande pour les anciens clients français, et pour les clients Microsoft 365 depuis 2018, justement depuis le RGPD, sont en France. Ça a une importance puisque aujourd'hui le transfert de données hors Union européenne est très encadré par le RGPD et vous serez amené à transférer des données sans vous en rendre compte, puisque vous pouvez par exemple sauvegarder des données sur du cloud, et il convient de se renseigner et de s'inquiéter de savoir où sont basés les serveurs et les data centers qui hébergent justement vos clouds. Donc, privilégiez des suites notamment comme celle de Microsoft 365. Google est en train de s'y mettre. J'ai un petit souci, très honnêtement, avec Google sur sa conformité RGPD qui se fait très régulièrement retoquer. Voilà. Si vous mettez à disposition de vos collaborateurs des ressources sur le web, privilégiez notamment des sites sécurisés. Il est très facile de s'inquiéter de la sécurité d'un site internet, puisqu'il sera tout simplement, l'adresse URL commencera tout simplement par un HTTPS, contrairement aux sites non sécurisés qui seront en HTTP. Appliquez des correctifs de sécurité au logiciel. Faites les mises à jour quand elles sont proposées. C'est des petits points de sécurité et des petites mesures de sécurité qui ont l'air totalement banales et insignifiantes, mais le fait même d'éteindre son ordinateur le soir permet en fait à votre système d'information de faire les mises à jour, et dans les mises à jour, en fait, se trouvent souvent de nouvelles barrières de sécurité contre notamment les cyberattaques. Les administrateurs, pensez à consulter de façon journalière les accès à vos réseaux, en mettant notamment en place ce qu'on appelle des profils utilisateurs et des droits d'accès associés. Vous savez que, par exemple, suivant le profil utilisateur que vous allez déterminer, les droits, notamment d'accès sur les espaces serveurs, ne seront pas les mêmes. C'est une mesure de sécurité qui est vraiment prônée en termes de conformité RGPD. Mettez en place des systèmes de connexion comme le VPN, etc., des systèmes de connexion avec une double authentification, un nom d'utilisateur, un mot de passe, et éventuellement une validation de cette connexion sur le smartphone, suivant les données que vous traitez. Et n'oubliez pas que pour vous, vous êtes soumis souvent à des mesures de sécurité drastiques, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, vous traitez souvent des données dites sensibles. Au-delà de la sécurité, pour maintenir ce principe de transparence, certaines structures émettent justement le besoin, la volonté d'aller consulter les états de connexion des collaborateurs en télétravail.
On peut l'entendre, vous en avez le droit, puisque la base légale de ce traitement de données est supportée par le contrat de travail que vous avez signé avec votre collaborateur. Par contre, n'omettez absolument pas le principe de transparence. Donc, quand vous demandez à un collaborateur de travailler à distance et en télétravail, ne négligez pas les écrits et donc du coup le fait informer le collaborateur que vous allez être amené éventuellement à consulter ses états de connexion, à consulter ses écrits, ses livrables, ses productions pendant sa période de télétravail. Voilà un petit peu ma réponse sur la mise en place du télétravail pendant cette période de crise sanitaire. Je vous ai mis dans le chat le lien vers les recommandations de la CNIL, justement, qui reliste un petit peu tous ces aspects qui peuvent être assez complexes, mais avec des choses assez pratiques sur le sujet, sur l'organisation, notamment. Je voyais sur la visioconférence, est-ce que l'employeur peut obliger le salarié à ouvrir sa caméra, enfin des choses voilà très pratiques. Donc voilà, on le remettra aussi de toute façon sur le site. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Alors Nadine Michelet, oui. Oui, je voulais juste revenir sur la partie donc télétravail, oui, forcément. Peut-être qu'on peut préconiser pour éviter toutes ces problématiques de mettre en place, quand on a des représentants ou des délégués syndicaux, un accord ou une charte télétravail de façon unilatérale par l'employeur, ce qui permet à tous d'être sécurisés par rapport à ces données, etc. Donc ça peut être un moyen pour nous tous de sécuriser cela. Si on n'a pas de délégué, ben voilà, on peut le faire de façon unilatérale, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je m'interrogeais beaucoup sur le RGPD dans cette crise sanitaire exceptionnelle, donc où on collecte énormément, que ce soit pour nos résidents, pour nos salariés, leur état de santé, et notamment est-ce que vous avez fait vos tests PCR, c'est positif, c'est négatif, et en plus on a des liens avec l'ARS, donc on a encore une fois on collecte des données qui sont extrêmement sensibles sur la santé des salariés, des résidents, etc. Nous sommes sollicités quotidiennement, et je pense que nous tous on l'est, et on doit remplir le logiciel Cézanne. Je vois que les têtes disent oui, oui. Et du coup, dans le cadre des principes RGPD que vous nous avez énoncés, la transparence, etc., on a peut-être un petit peu omis lors de la première crise, donc on l'a un peu suivi, d'informer tant nos résidents que nos salariés sur cette nouvelle collecte, et que dans ce cadre-là, exceptionnellement, on a le droit de les interroger sur leur état de santé, mais du coup, je voudrais bien que vous nous confirmiez ou infirmiez cette position, parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de salariés qui parfois nous disent, ou des résidents, non mais attendez, vous n'avez pas à me demander ça, alors que je crois qu'on est tout à fait légitime à le faire dans ce cadre très exceptionnel. Alors vous l'avez dit, oui, effectivement, vous avez peut-être omis certains points. Effectivement, il convient d'être transparent, vous l'avez dit, notamment via une charte ou quelque chose comme ça sur l'état des données que vous allez collecter sur la santé. Effectivement, les données de santé sont des données à caractère très sensible, les données de santé. Mais par contre, la base légale est celle de l'intérêt vitaux, la protection des intérêts vitaux. Donc, vous respectez un principe de licéité qui s'impose dans ce cadre de pandémie et dans ce cadre de crise sanitaire exceptionnelle. Donc, à partir du moment où vous respectez vos obligations de transparence et d'information, bien sûr que vous êtes en droit de collecter ce genre d'informations. Mettez en place des mesures de sécurité adéquates pour les protéger et pour éviter justement une diffusion de ces informations. Mais ces informations, vous avez totalement le droit de les collecter et de les traiter.
Donc, concrètement, il faut informer formellement les salariés et les résidents de cette collecte, à qui on les transmet, et d'après la littérature, il semblerait qu'il faut en plus les détruire au plus tard à l'issue de la crise sanitaire, hein. Je crois que c'est février ou quelque chose comme ça. Donc, il va falloir formaliser un petit peu. Oui. Alors, je vous invite aussi à renseigner cette collecte de données dans votre registre des traitements. Ça a été fait. Voilà. Alors, la plupart d'entre vous sont des structures de moins de 250 salariés. Comme vous êtes moins de 250 salariés, vous avez ce qu'on appelle un allègement dans la tenue du registre des traitements qui vous autorise à ne pas renseigner dans ce registre les traitements dits occasionnels. Par contre, très honnêtement, compte tenu de la sensibilité des données, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, je vous invite vraiment à renseigner ce traitement dans votre registre des traitements. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Je n'en vois pas. Bon. Alors, on va continuer avec le lien avec les résidents. Effectivement, beaucoup de structures ont mis en place des passerelles pour conserver le lien. C'est plus qu'important en plus dans ce genre de contexte. J'ai eu la question notamment avec l'outil WhatsApp. Alors, pourquoi je parle de WhatsApp et pourquoi on parlera de l'outil? Toujours dans cette notion de sécurité, WhatsApp est un outil que vous pouvez facilement utiliser dans le sens où il est reconnu à WhatsApp des facultés de cryptage des conversations. Voilà. À contrario, certains outils sont plus que décriés, voire même controversés quant à la sécurité des données et la sauvegarde qui peut en être faite de l'éditeur de cette solution. WhatsApp, c'est aujourd'hui la force de l'outil. Donc, c'est un outil que je peux vous préconiser dans ce cadre-là. Il y en a d'autres. On a parlé tout à l'heure de la suite Microsoft 365. Teams peut être un outil justement aussi pour ce genre de solution. Vous avez bien entendu le droit de rajouter un traitement de données. Ce traitement de données pourra être l'utilisation justement des coordonnées téléphoniques de vos résidents et ou de vos collaborateurs pour justement mettre en place un système de conversation ou un système pour vous permettre de garder le lien. La base légale est toujours la même, à savoir vous pourrez même en trouver plusieurs. Le contrat, puisque vous avez ou un contrat de location avec vos résidents ou un contrat de travail avec vos collaborateurs. La sauvegarde des intérêts vitaux peut elle aussi être avancée dans ce cadre-là. Voilà. Sinon, on parlera du consentement. Voilà. Envisager le consentement pour les discussions groupées, puisque vous pouvez solliciter dans le cadre de vos contrats de travail et dans le cadre de vos contrats de résidence chacune des personnes concernées individuellement. J'attire votre attention sur les conversations de groupe, puisque les conversations de groupe diffusent l'ensemble des coordonnées aux membres du groupe. Dans ce cas-là, privilégiez le consentement. Voilà. Donc, demandez de manière très claire, précise, le consentement à chacune des personnes concernées par une discussion de groupe, en lui disant pourquoi vous collectez ces données, les transferts de données, il y aura forcément de transferts de données puisque ces données seront communiquées aux autres membres du groupe, et justifier la nécessité d'une telle conversation de groupe. Voilà. Par contre, qui dit consentement dit possibilité d'opposition à ce consentement. Nadine Michelet.
Non, mais très bien. Désolée encore, moi, Non, ça me non. passionne comme sujet. Donc, non, c'est vrai qu'on utilise beaucoup WhatsApp, voilà. Et du coup, quels sont les risques? Parce qu'on parle toujours de ce qu'il faut faire et que ça engendre énormément, et vous l'avez compris, de charge de travail pour nous tous, du coup, d'obtenir le consentement de chacun dans chaque activité. Mais du coup, quels sont les risques encourus par l'employeur en cas d'absence de formalisation du consentement? Alors, les risques, aujourd'hui, ça va être une dénonciation. Voilà, tout simplement parce que toute personne concernée par une collecte de données a un certain nombre de droits et également le droit d'induire une réclamation auprès de la CNIL. Toute réclamation auprès de la CNIL, du coup, pourra derrière engendrer un contrôle plus ou moins complet de votre organisme et donc du coup engendrer un certain nombre de sanctions. Ces sanctions pouvant être la limitation d'un traitement. La limitation, c'est-à-dire que la CNIL vous mettra en demeure de prouver que votre traitement de données est conforme au RGPD. Sinon, vous ne serez plus en droit justement de continuer ce traitement-là. J'insiste sur la mise en demeure puisque la mise en demeure est souvent complétée d'une astreinte journalière, bien évidemment. Merci Marine. Mais de rien, avec plaisir. Alors, je me permets de rebondir sur le chat. Je vois que quelqu'un m'a laissé un lien. Alors non, là c'était le lien que j'ai mis sur le site de la CNIL. Enfin, si c'est celui-là, c'est celui que je Non, vois. alors c'est quelqu'un qui m'interroge en privé sur Ah un voilà, lien. peut-être. Ah, ok. Pardon. Euh, alors, pour le coup, je suis désolée, je pourrais pas répondre de suite parce que ce lien, il faudra que je puisse le lire. Je puisse le lire et vous répondre, mais à ce moment-là, je me permets de copier et de coller le lien pour vous apporter une réponse sur ce point-là. Ouais. En parlant de réponse, voilà, j'ai préparé un support hein, avec les réponses à ces questions et donc du coup, je les transmettrai à Monsieur Olivier et je vais compléter ce support des questions qui me sont posées et notamment de celle-ci pour laquelle de donner de réponse puisque je n'ai pas lu ce lien, ou du moins pas récemment. Merci. Voilà. C'est ce que j'allais dire en tout cas, c'est qu'effectivement, à l'issue de notre réunion, Madame Gervasoni, donc vous aurez une réponse écrite déjà de la présentation et vous pouvez toujours du coup nous solliciter sur des questions spécifiques qu'on puisse faire le lien avec Madame Gervasoni. Je pense que il y a toujours un certain nombre de sujets assez concrets qui se posent au sein de vos organisations. Sur la question des liens avec le résident, l'organisation de groupe WhatsApp ou autre, l'organisation de l'accompagnement, est-ce que vous avez des questions? Sachant que l'heure tourne et même si malheureusement on a eu un peu de retard, on va quand même devoir arrêter à l'heure prévue. Mais du coup, si vous avez des questions, c'est encore possible. Apparemment non. Ok, je vois des têtes, d'accord. Alors, je vous rappelle donc, on aura le support. N'hésitez pas à nous faire, enfin, en tout cas, à me faire remonter des interrogations particulières. C'est vrai que on travaille maintenant avec Madame Gervasoni, donc on a le lien, la possibilité d'avoir une expertise sur ces sujets qui sont complexes, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me faire remonter ces sujets-là. Pour information, on a essayé de mettre en place au sein de l'UNAFO un groupe de référents RGPD. Donc l'idée est d'essayer de mutualiser aussi un peu des bonnes pratiques, de faire en sorte qu'on puisse échanger. Certains d'entre vous sont peut-être inscrits.
Oui, je crois. Enfin, j'en reconnais certains. Bon, il est alimenté avec vos questions, hein, clairement. Donc, si c'est vous qui faites remonter les choses, on a la possibilité de faire expertiser des interrogations particulières. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour ça. Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, bon, Je me permets de te couper. C'est moi. Ronan, il y a une question de Oui. monsieur Ah bah ou pardon, madame j'ai pas vu. Cloquet. Je les vois pas. Ouais. Pardon, allez-y. Excusez-moi. Oui, bonjour, Caroline Loquet, Association Aurélie. Je voulais me rebondir sur un sujet un peu général. On a parlé des sous-traitants et on ne peut pas faire, comment dire, on ne peut pas se couvrir par le fait que c'est pas nous, du coup. Mais quand on a une difficulté à récupérer les informations auprès de ces sous-traitants concernant notamment la sécurité apportée aux données qu'ils collectent ou enfin, qu'ils stockent pour nous, enfin, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, obtenir une réponse? Bien écoutez, je vous avoue que le RGPD, le règlement, à la lecture du règlement, si on lit sans mesure, vous invite à changer de sous-traitant. Ah. Voilà. Voilà. Encore une fois, je viens de vous le dire, c'est de la lecture sans mesure. J'ai la difficulté que nous on retrouve en tant que DPO quand j'en parle avec certains de mes confrères. On a deux difficultés. La première, c'est que certaines, on va dire, interprétations du règlement peuvent varier en fonction de la personne qui les lit. Soyez sûr, on n'est pas tous d'accord sur tous les points. Et je peux vous dire que par exemple, il y a certains points où même la CNIL n'est pas d'accord avec le règlement. Je parle notamment du registre du traitement, hein, où le règlement général sur la protection des données dit que toutes les entreprises de moins de 250 salariés ne sont pas dans l'obligation de rédiger un règlement, mais la CNIL nous dit autre chose et nous dit qu'on est on a juste un allègement. Voilà. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que le règlement en tant que tel est adaptable de la même façon et applicable de la même façon à tous les types de structures. Donc, il a été initialement rédigé pour contrecarrer un petit peu les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, pour ne pas les nommer. Mais on se retrouve, nous aussi, petites entités, à être soumis exactement aux mêmes obligations. C'est pour ça que je vous dis que des fois, voilà, il y a des questions quant à la lecture et l'applicabilité dans nos structures. Je vous invite à être relativement ferme, malheureusement, avec vos sous-traitants. Mais effectivement, si on lit le règlement au pied de la lettre, vous êtes responsable de la conformité de vos sous-traitants au sens du RGPD, j'insiste là-dessus. Et donc, du coup, en cas d'incidence et surtout en cas de violation de données qui vous mettre en cause et mettre en cause votre sous-traitant, il y a un partage des responsabilités. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, si vous ne voulez ne pas en changer, pourquoi pas, mais sachez que vous partagez les responsabilités. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu à ma question. Enfin, du coup, on va dire que ça ne change pas ma difficulté, on va dire, d'obtenir certaines informations. Mais oui, d'accord. Mais est-ce qu'on peut imaginer mettre en demeure un peu les sous-traitants, voilà, Oui, oui. on regarde mettre en demeure vis-à-vis de la CNIL, c'est-à-dire dans la mesure où on leur a sous-traité une mission qui a un contrat particulier là-dessus, voilà, les mettre en demeure, du coup les obliger un petit peu à notamment transmettre les données, puisque c'est quand même prévu, j'imagine, dans le contrat qui est passé.
Alors, c'est ça. Le fait est, et la difficulté qu'on a avec les sous-traitants, c'est que bien sûr, aujourd'hui, on vous demande de vous assurer de leur conformité, mais on vous demande aussi de prévoir contractuellement, dans vos contrats avec vos sous-traitants, exactement le cadre de cette sous-traitance dans le traitement de données. Donc, à partir du moment où tout est écrit contractuellement et tout est détaillé quant au traitement de données, au traitement de vos données sur vos instructions par ce sous-traitant et que justement votre sous-traitant en question ne peut pas répondre favorablement aux exigences du contrat, j'ai envie de vous dire que la mise en demeure est plus ou moins implicite parce que non-respect du contrat pourra être équivalent à une rupture de ce contrat. Et je ne suis pas sûre que vous en ayez, lui comme vous, ayez intérêt à rompre ce contrat. Voilà. Oui, surtout que après, les contrats sont pas tous récents aussi. Du coup, ils ne contiennent pas forcément ce genre de précision aujourd'hui C'est ça. contractuellement. Donc, je ne suis pas convaincue que ça pourrait... En termes de motifs aussi légitimes, par exemple, on parlait de rompre du coup les contrats pour lesquels nous n'obtiendrons pas d'informations suffisantes. En termes de droit des contrats, je sais pas à quel niveau ça pourrait être accepté en fait. Par exemple, si on va du principe. Donc, je vous dis, essayez d'aller voir un petit peu la CNIL. Le site de la CNIL, c'est une véritable ressource. Et vous avez notamment des exemples d'avenants aux contrats fournisseurs, aux contrats de sous-traitants, etc., etc. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Mais effectivement, pour les contrats antérieurs à 2018, prévoyez un avenant, bien entendu. Mais sur ce sujet, je pense que justement, on pourrait aussi, pourquoi pas, vous solliciter, Madame Gervasoni, pour éventuellement avoir une explication un petit peu détaillée sur des modalités sur ces sujets-là, des rapports avec les sous-traitants. Bon, on a dépassé l'heure, je suis désolé, mais je réitère la proposition que vous nous fassiez remonter vos difficultés. Je pense qu'on peut s'appuyer sur des experts extérieurs et que ça peut être utile parfois dans vos organisations pour se mettre en conformité. On va devoir s'arrêter là. Vous aurez les éléments, enfin on va mettre un certain nombre d'éléments, peut-être pas tout dans la journée, mais à 16 heures une partie des éléments écrits de Madame Gervasoni sur le site de l'UNAFO. Je vous remercie du coup à nouveau. Vraiment, désolé pour les petits problèmes techniques. Bon, ça arrive, mais non, mais voilà, c'est des choses, on peut pas les prévoir. Donc de toute façon, c'est arrivé, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vous informe parce que la semaine du logement accompagné n'est pas terminée. Si vous souhaitez encore vous inscrire, il y a encore des ateliers, des forums ce matin et demain aussi. Donc n'hésitez pas à retourner sur le site de l'UNAFO, voir s'il y a des sujets qui vous intéressent et de vous y inscrire. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé et n'hésitez pas à nous solliciter et à bientôt en tout cas. Et merci encore Madame Gervasoni. Bonne journée.